Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous l'avez dit, Jean-Pierre, tout à l'heure, dans cette salle, il y a beaucoup de sachants juridiques. Ils se sont succédés à ce pupitre et je ne vous cache pas que ça met un peu de pression. Alors, en introduction, Philippe Vivien, je montre du crayon, a dit « Bon, la branche, ce n'est pas un objet juridique ». Tout de suite, je me suis détendu, je me suis dit « Ça, c'est bon, c'est pour moi, vas-y, fonce ». Alors, très modestement, quelques remarques rapides. Je ne vois pas l'horloge, donc ça, c'est pas mal. Rapide, des remarques de praticiens autour de la question suivante. Est-il possible de conclure un accord sectoriel, c'est-à-dire un accord de petit champ, comme on dit dans le cadre de la restructuration des branches? Il y a le grand champ, c'est la convention collective à laquelle on est rattaché, et le petit champ, c'est la convention collective qui est rattachée. Le secteur. Peut-on continuer, après 10 ans de restructuration des branches, à conclure des accords sectoriels, des annexes sectorielles, des accords petit champ? Alors bon, ceux qui ont entendu l'intervention du directeur général, M. Pierre Ramin, ils disent arrête de raconter n'importe quoi, Christophe, la réponse elle est donnée. C'est possible, c'est possible. Je l'ai entendu, vous l'avez entendu, mais je répondrai quand même, peut-être, mais c'est pas si évident que ça, et c'est peut-être pas tant possible que ça. Alors première partie, est-ce possible, n'est-ce pas possible? Deuxième partie, si on imagine que c'est possible, si on admet que c'est possible, comment est-ce qu'on s'y prend? D'abord, force est de reconnaître que la négociation sectorielle de branche, ça n'a rien d'évident. En tout cas, sa légalité, sa licéité. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune stipulation, aucune disposition, plus exactement, du Code du travail qui fait référence à la négociation sectorielle. Que dit le Code du travail? Il dit qu'une convention de branche, ça a un champ d'application national, et si certains sous-champs sont envisagés par le Code du travail, ce sont des champs qui sont exclusivement locaux. On a le droit de compléter la convention collective nationale par des accords locaux, ou alors des champs circonscrits en catégories professionnelles, les catégories de salariés, cadres, non cadres, ou alors la typologie d'entreprise, c'est-à-dire les effectifs d'entreprise. On a le droit de faire des accords pour les entreprises ou des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Mais l'accord sectoriel, le champ sectoriel, ça n'est mentionné nulle part. Et si on poursuit notre lecture du Code du travail et qu'on commence à éplucher les dispositions relatives à la restructuration des branches, là on se dit, accord 2261-39, la négociation sectorielle, c'est mal barré. Pourquoi? Parce que la fusion de champs de convention collective, elle permet de maintenir des textes conventionnels différents pendant une durée maximum de 5 ans. Et si à l'issue du délai de 5 ans, il n'y a pas d'accord d'harmonisation, c'est la convention collective de rattachement qui s'applique. Le principe même de la restructuration des branches, c'est d'avoir une seule et même convention collective. En gros, la négociation sectorielle dans un contexte de restructuration, on n'a pas fait tout ça pour ça. Le principe, c'est d'avoir une uniformité. Et cette uniformité, en quelque sorte, elle est aussi posée par les missions générales de la branche. Ça a été dit, j'y reviens pas, une branche, ça vise à définir les conditions d'emploi, les garanties accordées aux salariés dans les domaines du bloc 1, du bloc 2. OK. Mais ça vise aussi à réguler la concurrence dans un périmètre. Et là, on a clairement l'idée d'une unité. Alors certes, on sait, après les travaux du professeur Chagny, spécialiste de droit de la concurrence, que champ conventionnel et marché au sens du droit de la concurrence, ça n'est pas exactement la même chose, mais dans l'esprit du Code du travail, il y a quand même l'idée d'un périmètre parfaitement circonscrit à l'intérieur duquel peut pas y avoir trop de différences. Et un exemple, vous savez qu'il existe un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux de l'extension des accords de branche. La question a été posée à ce groupe d'experts, regroupement de la convention collective de l'hospitalisation privée avec celle du thermalisme, et on a des grilles de classification et des salaires différents. Ça passe au groupe d'experts. La question, est-ce possible ou pas? Pour le suspense, je réserve ma réponse. Et puis dernier élément, la représentativité et l'extension. L'extension au sein d'une branche fait qu'un accord signé par une organisation professionnelle représentative s'appliquera dans tout le champ de la branche, quand bien même cette organisation professionnelle n'a pas dans ses statuts tous les métiers, toutes les professions, toutes les activités de la branche. Et ça, c'est une grande différence par rapport à l'interprofession, où on fait une appréciation au cas par cas. Extension, représentativité, c'est un seul et même périmètre. Néanmoins, on a bien entendu, la négociation sectorielle, c'est possible. Et d'ailleurs, vous le savez tous, c'est quelque chose qui, si c'est possible ou pas, ça existe, et ça existe depuis longtemps. 2 conventions collectives
qui travaille selon une logique confédérale, BETIC, Bureau d'études techniques, qui regroupe plusieurs métiers, et commerce de gros. Dans le secteur BETIC, on a une annexe enquêteur qui date de 97, donc une annexe sectorielle à l'intérieur de cette convention collective, 97. Et dans le commerce de gros, c'est encore plus ancien, puisqu'on a une annexe qui concerne les produits surgelés, congelés, glacés, qui date de 93. Et vous irez voir si ça vous intéresse. Le contenu de ces annexes sectorielles, c'est pas juste une petite prime par-ci par-là, c'est vraiment des annexes qui ont une consistance. Puis, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je vais parler à la convention collective des transports, donc je vais mesurer mes mots. Mais moi, dès que j'ai la pratique, je me dis, mais qu'est-ce que ce truc? Ça n'est qu'une juxtaposition d'annexes sectorielles, et c'est une souffrance pour moi de rentrer dedans. Donc, on a quand même quelque chose qui existe. Possible ou pas, ça existe. Et on a le directeur général du travail qui, dans son rapport non publié, disait, 3 pages sur les annexes sectorielles, disait en 2020, après que la DGT, dans un article au droit social, est déjà dit, on pourra, dans le cadre de la restructuration des branches, avoir des stipulations sectorielles, mais là, carrément, dans ce rapport, 3 pages sur la négociation sectorielle, avec un propos liminaire qui dit « Il faudrait confirmer dans la loi de manière explicite la possibilité au sein des grandes branches professionnelles de déterminer d'une part ce qui est le tronc commun et d'autre part ce qui relève du sectoriel ». Et le rapport, sans branches, comme point d'arrivée, le rapport notait que les branches rattachées risquaient de se sentir noyées, ce sont les termes du rapport, et qu'il fallait éviter ça. Alors, je passe sur quelques dispositions légales, 22.22.1, 22.22.2, dont on pourrait dire quand même c'est une accroche législative pour admettre la négociation sectorielle. Si je reviens à mes dispositions sur la restructuration des branches, et que je suis honnête, ce qui, pour un avocat, est un peu contre nature, force est d'observer que est uniquement prévue l'harmonisation pour les stipulations qui régissent des situations équivalentes. Lorsque les situations ne sont pas équivalentes, on a la possibilité, si on s'en tient aux dispositions légales, d'avoir des mesures différentes. Et ça fait le lien avec la décision que vous connaissez tous du Conseil constitutionnel de 2019, qui dit qu'en l'absence d'accord d'harmonisation, eh bien, les stipulations spécifiques de la branche rattachée demeurent. Et ce qui est intéressant, je me suis amusé à aller voir quelques arrêtés d'extension sur des accords de rapprochement après cette décision, et on avait à chaque fois une précision, une réserve dans les arrêtés d'extension quand l'harmonisation était trop envisagée. Attention, il faudra bien que les stipulations qui régissent des situations spécifiques, s'il n'y a pas d'accord, continuent à s'appliquer, parce que moi j'interprète comme une certaine validité de la négociation sectorielle. Puis dernière décision, que vous connaissez également, de la Cour de cassation, 2022-2024 dans le secteur du bâtiment, qui quand même consacre une grande liberté contractuelle aux partenaires sociaux pour définir leur champ. Alors c'était un champ interprofessionnel, mais c'est quand même un argument pour admettre la négociation sectorielle. Plutôt admise la négociation sectorielle, mais instable. Cette fois, je suis dans les locaux de la métallurgie. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Dans la convention collective de la métallurgie, on a une annexe sectorielle de la sidérurgie, si je ne me trompe pas, arrêt du 23 septembre 2022, moi qui me paraissait tout à fait conforme, respectable, et qui n'a pas été étendu parce que le champ d'application de l'accord s'était limité à la sidérurgie. Donc j'ai du mal à comprendre comment on peut admettre les accords sectoriels et ne pas les admettre. Donc, admise la négociation sectorielle, peut-être, mais très très fragile, et là je ne résiste pas au plaisir de vous citer un accord de méthode conclu dans la convention collective des tuiles et briques. Plus exactement, c'était un rapprochement des 2 secteurs d'activité, et dans cet accord de méthode où on organisait les travaux de rapprochement, on dit à l'article 3, voilà, il va y avoir les dispositions qui sont identiques, enfin qui régissent des situations équivalentes, on va voir celles qui doivent être harmonisées ou pas, et puis il y a celles qui sont spécifiques, ça c'est le deuxième tiré. Et on va faire quelque chose pour les stipulations spécifiques, et dit la fameuse phrase, si la validité juridique de ces annexes était confirmée. Bon, on est quand même dans un dispositif où les partenaires sociaux ne savent pas exactement où ils vont, où il existe des pratiques, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe. Alors, partant du principe que c'est admis, comment est-ce qu'on négocie un accord sectoriel ? 5 points, je passerai peut-être sur le dernier. Le premier, celui du périmètre. Jean-Pierre, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'une branche ?
on ne sait pas trop, c'est ce que les partenaires sociaux décident d'identifier comme une branche. Qu'est-ce qu'un secteur? C'est la même chose. C'est ce que les partenaires sociaux décident d'identifier à l'intérieur de leur convention collective. Et une remarque quand même, la négociation sectorielle, les annexes sectorielles, c'est pas extrêmement fréquent. Ça n'est pas dans toutes les branches. Première remarque. Deuxième remarque, le contenu. Quel est le contenu possible d'une annexe sectorielle? Rien dans le code. On pourrait se dire, mais finalement, ce qui relève du bloc 1, c'est interdit. On ne peut pas. Le bloc 1, c'est vraiment le cœur d'une convention collective, l'indérogeable par accord d'entreprise, c'est pas possible. Sauf que quand on examine les accords sectoriels qui ont été conclus et étendus, ça paraît tout à fait viable. Il y a notamment une convention collective que j'aime beaucoup, qui est celle des personnels des activités hippiques. Je l'aime beaucoup parce que moi j'aime bien les chevaux. Et puis parce que celle-ci, elle est rigolote, il faut aller la voir. Vous avez un tronc commun qui se résume globalement à un accord temps de travail, et vous avez 3 annexes spécifiques qui se juxtaposent, centre équestre, le trot, le galop, et qui sont en vérité de véritables conventions collectives globales. Et pour en revenir à ma décision du groupe d'experts sur la concurrence, était en cause la question de la validité d'avoir des classifications différentes, des niveaux minima différents, et le groupe d'experts a répondu oui, parce qu'il y a une situation différente des entreprises en matière économique. Alors le groupe d'experts dit que ça doit être des différences temporaires, néanmoins ils n'ont pas la possibilité de fixer la durée des accords. Troisième remarque, l'égalité de traitement. Est-ce que ces annexes sectorielles portent atteinte à l'égalité de traitement? La question de l'égalité de traitement, vous le savez tous, c'est mis en avant par les pouvoirs publics depuis le début de la réflexion. Dès les premiers rapports de Jean-Denis Combrexel, on évoque la question comme une problématique de l'égalité de traitement, et ça va se retrouver dans le code, dans les dispositions que j'évoquais tout à l'heure, avec la loi de 2016. Et on nous dit, finalement, on ne peut maintenir que temporairement des conventions collectives, parce que sinon, ça porterait atteinte à l'égalité de traitement. Je crois que c'est un sujet qui va être évoqué cet après-midi, donc je passe très rapidement. Moi, je ne comprends pas le grief, parce que autant à l'intérieur d'un même accord collectif, si on fait des différences entre salariés, je comprends parfaitement qu'il puisse y avoir une question d'égalité de traitement ou d'inégalité de traitement à questionner. Les cadres ont ça, pas les non-cadres, et pourquoi? Mais quand on est sur des champs d'application professionnels différents, il me semble qu'il n'y a pas de comparaison possible. On est dans la même situation que 2 entreprises d'une même US ou d'un même groupe. On est sur des avantages qui sont tout à fait différents. Et j'ajouterais qu'à partir du moment où les partenaires sociaux ont décidé de signer sur des champs d'application particuliers pour prévoir des avantages particuliers, c'est parce que c'était objectivement justifié. Pour finir, dernier point, modalité de la négociation sectorielle. Alors sur ce point, la complexité, elle est simple. La négociation petit champ, c'est une négociation grand champ. On doit, et là-dessus, on a tout un tas d'accords de CPPNI qui ont eu soit des exclusions d'extension, soit des réserves d'extension, parce qu'ils prévoyaient la possibilité de négocier l'annexe sur le périmètre et avec les acteurs du périmètre sectoriel. Réponse non. Dans une branche, la représentativité s'apprécie au niveau de l'ensemble de la branche sur le périmètre convention collective, et si on décide de négocier sur un périmètre plus restreint, il faut que ce soit avec les acteurs du grand champ. Donc ça peut être une difficulté quand un des acteurs, une organisation professionnelle, peut à la suite d'une restructuration perdre la représentativité. Elle doit effectivement utiliser les recours de la délégation de pouvoir, du mandatement, être présente dans la délégation de l'entreprise, de l'organisation professionnelle, qui est représentative, pour pouvoir discuter. Bon, voilà, je passe sur les questions diverses qui sont également compliquées, mais qui seront traitées dans les articles à paraître à la semaine juridique sociale. Merci beaucoup, Christophe.